Oui, j'ai reçu mon diplôme en mars 2023 et j'ai commencé à travailler le 17 avril 2023. Au début, j'étais spécifiquement dans les données. D'ailleurs, une de mes premières tâches, c'était de créer un atlas cartographique pour interactif. Je pense que c'est un sentiment qui se crée automatiquement parce que tu viens d'être diplômé, tu commences ton premier boulot. Tu ne sais pas de quoi t'attendre en fait. On te demande quelque chose. Tu avais dit dans l'entretien que tu connais, mais on te demande de quelque chose. Du coup, tu es là, tu dis oui. Et après, à l'arrivée à la maison, tu es obligé de faire des petites recherches pour pouvoir vraiment répondre à la réponse qu'on t'a posée. Du coup, au début, c'était comme ça. Mais au fur et à mesure que j'ai pris conscience qu'ils sont bienveillants, c'est pas obligé que je réponde directement et tout se passe bien. Bonjour Salmata, j'espère que tu vas bien. Bonjour Laetitia, oui, ça va et toi? Je vais super bien, merci. Donc, je voulais tout d'abord commencer par te remercier d'avoir accepté cette invitation. Pardon, je suis ravie de te recevoir dans Insulaire. Mais juste avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais? Alors, merci beaucoup à toi de m'avoir invité à ton podcast insulaire. Moi, c'est Amada Salmata. Je suis originaire des îles Comores, plus particulièrement de l'île de Ngazidja. Je viens de la ville de Déménie. Je suis actuellement en France et je suis chargée d'études habitat à l'agence départementale de l'information pour le logement. Donc, Salmata, quelles sont tes passions ou intérêts pour que nos auditeurs puissent un peu se projeter et savoir vraiment qui tu es? Mes passions, je suis très passionnée par tout ce qui est scientifique en fait. Je fais souvent de la veille scientifique sur la data, sur l'IA, etc. Et mon autre passion, c'est lié à la cuisine. Je fais de la pâtisserie dans mes temps perdus. Et tu prends des cours? Non, bah, je regarde soit des vidéos YouTube, soit si vraiment je n'arrive pas, j'appelle mes sœurs au secours, c'est genre: «J'ai envie de faire tel», mais au fur et à mesure, j'apprends à faire beaucoup de choses à la fois aussi. Et tu as toujours été passionnée par la pâtisserie ou c'est quelque chose qui est venu après ou durant tes études, tu t'es mise à en faire ou pas du tout? C'est venu durant mes études, parce qu'avant, quand j'étais aux Comores, bon, ma mère m'a donné comme mission que d'aller à l'école, revenir, c'était uniquement ça. Mais vu que je me suis retrouvée un petit peu seule, de temps en temps, ça me donnait des idées c'était une sorte d'occupation autre que les études, quoi, en fait. Et bah, là, c'est juste par curiosité, tu te verrais un jour, par exemple, avoir un petit truc à côté lié à la pâtisserie, genre un petit business à côté lié à la pâtisserie ou pas du tout? C'est vraiment de juste une passion que tu pratiques en cachette. En fait, en vrai de vrai, j'ai un grand projet dans ma tête que j'aimerais j'aimerais qu'il voie le jour un jour, mais j'aimerais ouvrir une boulangerie, mais pas à Moroni parce qu'à Moroni, il y en a beaucoup, mais dans la région où nous sommes, on est obligé de descendre à Moroni. Je me suis dit: «Pourquoi pas un jour?» mais si j'ai vraiment les moyens, c'est vraiment un de mes projets phares. Ben, je sais pas si tu connais Marouata sur LinkedIn. Tu peux regarder Marouata, j'ai oublié son nom de famille, mais du coup, son mari a créé une boulangerie à Moroni qui s'appelle Paris Moroni. Je sais pas si tu as vu passer sur LinkedIn. Non, pas. Il fait des croissants et autres sur Moroni. Ah, c'est un bon contact alors. Bah, parce que moi, je voulais en soi les devis pouvoir me lancer en soi. J'ai commencé à regarder, mais je me dis: «Je suis pas encore prête» ou parce que j'ai constaté qu'à Moroni, il y en a beaucoup de boulangeries. Les autres villages, surtout au sud, là où je suis, on est obligé de descendre à Moroni pour acheter une baguette, ce qui n'est pas normal en 2024 donc je me dis, hein, que ça serait possible. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, tu nous as parlé de ce que tu fais, mais est-ce que tu peux vraiment l'expliquer? Par exemple, pour un jeune qui vient d'avoir son bac, s'il veut faire le métier que tu fais, est-ce que tu pourrais lui expliquer vraiment facilement ce que tu fais? Alors, je travaille à la DIL, ça fait maintenant 1 an. Mon quotidien, je suis chargée d'études habitat au pôle observatoire de la DIL,
Qu'est-ce que je fais? D'abord, je fais les traitements de données pour pouvoir faire nos études après. C'est quoi la deal? La DIL, c'est l'Agence départementale de l'information sur le logement. Il y en a à peu près 86 en France. Nous sommes là pour informer les particuliers, mais aussi les professionnels, pour toute question sur le logement. On a un pôle juridique dédié à ça, un pôle observatoire ici pour étudier les politiques de l'habitat du département et un pôle énergie ici qui sont là pour faire les différents diagnostics concernant les toutes rénovations énergétiques pour pouvoir améliorer justement la consommation énergétique de son domicile. Et toi, dans tout ça, tu nous as dit que tu étais chargée d'habitat, chargée d'études habitat. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, tu peux nous dire, enfin, une journée type, hein, ou une semaine type, pour que vraiment on comprenne ce que tu fais, toi, à la DIL? En tant que chargée d'études habitat, on fait des suivis des politiques de l'habitat au sein des communautés de communes du département. On reçoit des données de l'habitat. Des données peuvent venir soit de la CAF, soit des bailleurs sociaux, soit aussi de l'INSEE. Toutes ces données-là, on les traite, on les nettoie, on fait des croisements de données pour justement présenter aux élus les différents constats sur l'évolution de l'habitat au sein des communes, mais aussi s'ils peuvent améliorer les habitats. D'accord. Et du coup, c'est de la statistique, c'est quoi à la fin que tu vas présenter, par exemple, à ton employeur ou à ton manager? On fait les traitements statistiques et on fait une sorte de compte rendu qui est sous forme d'une réunion de 1h30 chez les communautés de communes. Tu grandi aux Comores. Est-ce que, à l'époque, tu savais que c'était, un domaine le métier que tu fais actuellement, c'était un domaine où tu voulais être ou, pas du tout? C'est vraiment, durant tes études où tu as eu l'information de ce domaine-là et après, ben, tu t'es lancé dedans? Alors, pour tout te dire, non, je ne savais pas du tout l'existence de ce domaine. D'ailleurs, c'est l'une des principales failles qui existent au Coran parce que, certes, j'étais dans une école réputée, mais on ne nous donnait pas des informations sur des débouchés après. Mon métier, je l'ai découvert en licence 1. En gros, quand j'ai commencé, bon, je vais faire une petite récap. J'ai eu mon bac en 2016 et je voulais faire absolument la médecine. Je me suis retrouvée, j'étais pas inscrite quelque part, même dans un pays. Après, j'ai trouvé la bourse pour le Maroc et là, ils m'ont orientée en économie et gestion. Bah, j'ai continué parce que c'est comme si j'avais pas le choix. J'ai aimé au bout de ce parcours, puis je suis venue ici. J'ai découvert la filière maths-éco, mathématiques économiques. Là, je me suis dit: «C'est bien», mais parce que c'est quand je suis rentrée dans cette partie mathématiques économiques que ça m'a permis au fur et à mesure de découvrir les différentes débouchés. Mais sinon, je ne savais pas du tout que ça existait, quoi. Merci beaucoup. De toute façon, on va revenir dans toutes ces étapes-là et du coup, tout à l'heure, tu nous as dit que l'une des, plus grosses failles aux Comores, c'est que, ben, vous aviez pas assez d'informations. Donc c'est le but du podcast d'ailleurs. Est-ce que, tu te rappelles étant petite, à part ce point-là, enfin petite, je dis petite, mais durant ton enfance, est-ce que tu te rappelles que tu as eu, par exemple, un frein ou une difficulté qui aurait dû, en fait, te faire penser que, ben, pour mes études, ça sera compliqué. Est-ce que c'est au niveau, scolaire? Est-ce que c'est au niveau, de la maison? Ou est-ce que c'est au niveau, de ton village en question? Mais est-ce que tu te rappelles avoir eu un frein ou une difficulté où tu aurais pu penser que les études pour moi, bon, ça va peut-être que je pourrais les faire, mais ça va vraiment être compliqué pour moi? En soi, un frein, je sais pas du tout ou bien je me rappelle pas. Après le seul frein que je m'en doutais, parce que, le but de ce podcast, c'est de s'ouvrir, de permettre aux autres, de s'informer. En vrai, le frein que j'avais, c'était par rapport, à mon handicap à moi. Je me demandais: «Est-ce que je peux aller loin par rapport à ça?» Parce que j'étais pas sensibilisée à tout, mais vu que j'avais des parents et de la famille qui me poussaient à bout malgré, c'est pas malgré, mais
il me poussait à bout pour avancer sans pour autant savoir que c'est possible pour moi. Je pense que c'est ça. Est-ce que tu veux en parler un peu ou Oui, on peut en parler. et du coup, par rapport à ce handicap, est-ce que c'était un handicap, visible ou pas du tout? Ou, c'était que toi et ta famille qui étiez au courant? En soi, c'est un handicap visible, motrice en soi. J'ai découvert que c'était de la polio, c'était ici il y a 2 ans et j'ai un handicap visible, mais j'avais pas de problème au niveau de l'école. En fait, tout il y avait de la bienveillance en soi, mais en termes d'orientation scolaire, je n'avais pas cet suivi-là, comme ce que j'observe aujourd'hui ici. Et est-ce que, tu as en tête, par exemple, d'autres personnes qui seraient dans le même cas, par exemple, aux Comores? Le suivi, par exemple, chez maintenant, est-ce que tu as su enfin, est-ce que tu as vu une amélioration par rapport à ça ou, J'ai pas bien compris la question. par rapport aux personnes, par exemple, qui seraient atteintes du même handicap que toi, aujourd'hui et qui seraient aux Comores, est-ce que tu as vu une amélioration sur le suivi ou tu pas au courant? Mis à part les centres, que je vois sur le réseau TESA, ceux qui accueillent les autistes et tout, je vois pas vraiment ça se développe petit à petit, mais je vois pas vraiment une avancée. Merci beaucoup. Donc, on va reprendre un peu et on va revenir un peu en arrière. Donc, tu es partie au lycée général et donc je devine. Hein. Est-ce que tu es partie du coup à un lycée général ou professionnel? J'étais dans la même école depuis le CP et j'ai fait la seconde générale parce que c'était obligatoire pour tout le monde et c'est à partir de la première qu'on m'a orientée et vu que j'avais une, appétence pour plus les matières scientifiques, on m'a orientée à la première S et c'est de là que j'ai fait, le bac C. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe aux Comores? Parce que là, on a reçu depuis le début du podcast, j'ai reçu en fait des personnes qui ont soit fait leurs études à Mayotte, soit qui ont fait leurs études en France métropolitaine, et le système est assez similaire. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer, par exemple, au lycée, comment ça se passe aux Comores et les équivalences, par exemple, par rapport à la France? Alors, bon, je sais pas, normalement ça se passe comme ça en général, mais il y a des écoles qui orientent directement à partir de la seconde, mais notre école, nous, sont privilégiés en soi. Qu'en seconde, on voit presque tout pour pouvoir, parce qu'au lycée, c'est un autre domaine. Tu sors du collège pour rentrer au lycée. Et au lycée, bah, on fait des cours normales, on fait tout. C'est en première et en terminale, c'est là où tu vois plus que tu es plus scientifique ou plus littéraire parce que là, si on t'oriente en première scientifique, c'est tu apprends, vraiment plus d'heures de scientifique que de littéraire en soi. D'accord, merci beaucoup et du coup, tu nous disais, c'est à partir de la première qu'on vous orientait donc une personne, par exemple, pouvait faire la seconde, arriver en première, si elle voulait et que, ben, si elle voulait, elle pouvait, par exemple, être orientée en professionnel? Comment il y a pas de partie professionnelle, il y a soit CS ou littéraire, c'est tout. Il n'y a pas cette partie comme ici, professionnelle. OK, ça marche. Donc, en première, il y avait donc tu nous as dit scientifique, littéraire, il y avait économique et social ou pas? Pas du tout. C'est soit tu es littéraire à 100%, soit tu es scientifique à 100%. D'accord et est-ce que tu peux nous expliquer un peu durant ta première, ben, en première, comment ça s'est passé? Première terminale, comment est-ce que tu révisais? Quel type d'étudiante tu étais? Depuis le début de mon collège, j'étais une étudiante moyenne. Enfin, pas moyenne, j'avais quand même des bonnes notes et jusqu'en seconde, tout allait bien. J'ai mon brevet, tout allait bien jusqu'en seconde. En première, vu que c'est devenu intense, j'ai vu mon niveau chuter. J'ai commencé à paniquer parce que je me disais: «J'ai le bac dans 1 an, qu'est-ce que je fais?» Mais en soi, mes méthodes de révision, ce qui n'ont pas changé jusqu'à la fac, c'est que je révisais de jour le jour et je privilégiais, vu on était en famille et tout, je privilégiais réviser tôt le matin, juste avant d'aller à l'école. Je me réveillais à 5 heures, 5 heures et demie, je revoyais un petit peu mes cours et là, je partais en cours.
parce que le soir, tu es fatigué, tu pas envie de réviser. Je fonctionnais comme ça, à part s'il y avait des évaluations, mais c'était plus comme ça. Et est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs, parce que je pense qu'il y en a, bon, je pense qu'ils vont comprendre, mais la plupart des personnes qui sont dans les îles, on se réveille assez tôt. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rythme de la journée? Parce que tu as parlé de 5 heures du matin, je pense qu'il y en a qui vont avoir peur. Nos cours commençaient à 7h20 et moi, je partais de chez moi à 6h45, 6h50 pour aller en cours parce que c'était un peu à côté de chez nous. Bah, je me réveillais à peu près à l'heure de la prière, 5h30 ou 5h pile. Je prenais mes cours de la journée, je révisais ou je les feuilletais, ça dépend parce que du jour le jour que tu révises, normalement ça reste. 7h20, je pars en cours, je reviens à 12h30, je reviens à la maison et je repars en cours encore à 15h30 jusqu'à 17h. Et c'était comme ça le rythme jusqu'à un terminal. Et à cette époque-là, est-ce que c'était quoi tes priorités en tant que lycéenne à l'époque? Est-ce que tu avais en tête en te disant ma priorité c'est mes études ou tu avais quand même d'autres choses en tête que tu faisais à côté ou un sport peut-être que tu faisais à côté, une passion que tu faisais à côté? Je suis une personne un petit peu introvertie, du coup, je passais la plupart du temps à la maison, mais c'était priorité école et parfois je passais à l'école coranique, que c'était soit école coranique. Et est-ce que tu avais de l'aide dans tes révisions? Personnellement, jusqu'en première, j'avais jamais demandé à mes parents de me mettre, en cours de soutien, mais vu que j'avais vu mon niveau chuter en première, il y avait une copine à moi qui m'avait proposé des cours de soutien qu'il fallait payer genre à la fin. Je me suis inscrite quand même pour, cette confiance, cette prise de confiance, mais à la fin, je me suis dit: «Si je l'avais pas fait, ça aurait passé aussi», parce que pour moi, ça m'a pas servi. Est-ce que tu es arrivée au bac très confiante, du coup, par rapport à comment tu révisais ou tu étais quand même un tout petit peu stressée? Tu te disais: «Bon, là, c'est vraiment les choses, les vraies choses» ou vraiment tu étais arrivée, ben, décontractée: «Écoute, je sais que je vais l'avoir et c'est tout, hein». Non du tout, j'étais stressée du début jusqu'à la fin. D'ailleurs même c'est à cette époque, j'avais perdu du poids. Ma famille avait trop peur, mais au final, c'était tous partis. Bah, malgré que je révisais, ils voyaient tous mes efforts, mais j'avais toute cette peur-là. D'ailleurs avant, là maintenant j'ai commencé à travailler sur moi-même, mais avant je j'avais plus du tout confiance en moi. Quoi que je faisais, même si après ça serait un bon résultat et tout, mais j'avais pas du tout confiance. Mais maintenant, j'ai appris à me faire confiance et à avancer doucement. Parce que plus je me fais pas confiance, plus je stresse. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc tu as ton bac, comment est-ce que tu te prépares? Parce qu'on a compris, tu as fait tes études en dehors, des Comores. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu te prépares, pour partir des Comores? J'ai mon bac, j'avais l'idée d'abord de faire de la médecine pour devenir pédiatre et on avait 3 pays de choix. J'avais candidaté pour la bourse de Maroc. J'avais aussi lancé des inscriptions à MADA parce que j'avais raté les inscriptions Campus France et j'avais aussi mon professeur de cours, qui me disait il y avait aussi des bourses de Malaisie. Du coup, on m'a répondu, pour le Maroc, sauf qu'ils m'ont orientée dans un domaine que je ne voulais pas. Je suis partie quand même. C'est un domaine que j'aurais voulu qu'on m'en parle avant, genre, et des conseillers d'orientation et tout parce que je connaissais pas. Je me suis dit: «C'est quoi? Économie, c'est quoi?» Et de là, ma famille, on s'organise, je vais au Maroc, je connais personne. Et vous vous organisez comment? Est-ce que c'est, financièrement, du coup, il y a une bourse, des Comores pour que tu ailles étudier au Maroc ou c'est le Maroc qui donne une bourse, aux étudiants comoriens pour qu'ils viennent étudier? En fait, comment ça s'est passé? En fait, je crois le système, c'est que c'est le Maroc qui donne les bourses aux Comores et c'est les Comores qui choisissent, par un concours les différents étudiants à envoyer. Mais cette bourse, était quand même un petit piège parce que on devait financer tout, en fait. On devait financer le voyage, tout n'était pas pris en charge. Une fois arrivé là-bas, ils vous disent p on arrive à Rabat, c'est là où on se présente, ils nous enregistrent, à l'AMCI, si je me rappelle bien. Et c'est là, après, ils nous envoient dans les différentes villes universitaires qu'on nous avait acceptées. Mais en soi, là,
c'est comme si tu es un petit peu livré à toi-même parce que s'il y avait pas des étudiants sur place, étudiants comoriens, il y a pas ce système de cité universitaire en soi. C'était les anciens étudiants qui te prenaient en charge, le temps que tu y habitues et après tu prends ton envol. Et là, ils vous envoient dans l'université, mais le logement, concernant le logement, est-ce que c'est vous qui le cherchez vous-même ou c'est vraiment des logements attribués aux étudiants qui viennent étudier là-bas? En tout cas, pour les autres communautés, il y avait des logements qui étaient attribués à eux, mais pour nous, c'était nous-mêmes qui s'occupaient de ça. Donc, et toi, tu avais des contacts là-bas pour chercher ou vous vous êtes déplacé, vous avez cherché sur place? En soi, j'ai rencontré une fille que je remercie beaucoup, jusqu'à aujourd'hui. Je la connaissais même pas. C'est en 3 jours avant que je parte, on a eu contact. Elle m'a prise à Rabat. Elle m'a ramenée dans la ville où elle était. J'étais avec elle pendant peut-être 1 mois, 3 mois et c'est là qu'elle me montrait toutes les repères, me cherchait un logement et après j'ai commencé à prendre mon envol. Elle, tu l'as rencontrée comment? Est-ce que tu as entendu parler d'elle à l'école ou d'autres personnes? Comment est-ce que tu as entendu parler d'elle? En fait, c'est à partir des relations familiales, quoi. Si tu n'as vraiment personne, tu trouveras toujours des anciens pour t'accueillir, mais en soi, pour te prendre en charge, c'est soit tu connais quelqu'un, soit tu connais pas, mais tu auras toujours cet accueil-là. D'accord. Donc, si je comprends bien, il manque quand même un gros pôle où on accompagne les étudiants comoriens qui arrivent, par exemple, en tout cas là aux Comores, parce que c'est aux Comores, pardon, au Maroc, parce que c'est au Maroc où tu as fait tes études. Donc, il manque encore un gros pôle où il faut quand même aider les étudiants à s'installer, leur expliquer un peu le système, parce que, ben, en soi, vous connaissez pas le système du Maroc non plus. Donc, j'avais entendu parler de Chawiri. Je sais pas si tu connais le système de mentorat. Est-ce qu'ils sont pas au Maroc d'ailleurs? Système de mentorat. Je sais pas, mais je sais que la mobilisation des étudiants comoriens qui sont au Maroc, en soit dans la ville où j'étais, ils ont une sorte de pôle où déjà on se réunit pour les différents événements culturels aussi, mais également il y a ce système-là pour au cas où il y a des personnes qui font la même filière que toi pour justement t'épauler, tu as des questions, tu leur demandes. En tout cas, ils sont toujours bienveillants avec toi. Ça marche. Donc merci beaucoup. Donc là, tu atterri au Maroc. Dans quelle ville? Là, j'atterris à Kenitra. J'atterris à Kenitra avec 1 mois de retard. La rentrée s'est fait en septembre, on arrive vers le 22 octobre, j'ai 1 mois de retard. Des difficultés, tu es loin de ta famille, tu as 1 mois de retard, tu dois rattraper 1 mois de cours, c'est très compliqué, mais on n'a pas lâché. Pour la première fois, j'avais pas validé mon premier semestre, ce qui c'était tout à fait normal, mais dans ma tête, c'était pas normal. Tout à fait normal, j'avais perdu un mois alors que les semestres, c'est jusqu'en décembre. Après, le moment où j'ai pris mon rythme, tout allait bien, en fait. Le point négatif que je vois sur les étudiants qui partent au Maroc, c'est qu'ils se mobilisent, l'État ou je sais pas, ils se mobilisent pas trop tôt. C'est trop tard, en fait. On prend trop de temps et on perd beaucoup et c'est les étudiants qui payent les pots cassés parce que c'est pas le ministère de l'éducation qui est au courant qui va payer le pot cassé. Parce que tu vas venir, il y a des gens qui pètent genre qui surmènent parce que c'est pas possible. Tu as 1 mois de retard, tu veux rattraper 14 cours, c'est pas normal. Et est-ce que on peut revenir un peu sur cette partie-là de retard et nous expliquer déjà, en fait, pourquoi en fait déjà il y a ce retard? Est-ce que c'est au niveau administratif? Est-ce que c'est au niveau, par exemple, le fait de déposer les visas, de déposer les demandes de séjour? Je dis n'importe quoi parce que je sais pas encore vraiment comment ça se passe. Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a ce retard-là? Moi, je pense que c'est plus au niveau administratif parce qu'on a eu nos résultats du bac vers fin juillet, si je me rappelle bien. Et il y a eu les concours au mois d'août. Et après, c'est plus les démarches administratives qui ont traîné. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à aujourd'hui, quand je vois les étudiants partir au Maroc, je vois que ça part de plus en plus pire. L'année dernière, je crois, ils sont partis en novembre, si je me rappelle bien. Non, c'est énorme. Septembre, octobre, novembre, ça te fait presque 3 mois. Et du coup, pour aller au Maroc, est-ce que c'était une demande de visa que tu faisais ou il y a
C'est quoi la demande spécifique que tu fais pour aller là-bas? Une fois qu'ils t'ont accepté, tu étais acceptée dans la liste des boursières, tu leur fournis, le passeport et c'est eux qui s'engagent, mais c'est à toi de prendre, ton billet, quoi. Ça marche. Donc tout à l'heure, on parlait de tes études. Est-ce que tu peux du coup nous raconter ta première année? Comment ça s'est passé? Ce que tu as ressenti? Et déjà, est-ce que tu l'as réussi et autres? Première année, celui qui était au Maroc, le premier semestre, il était catastrophique. Ce n'est pas pour autant que j'ai lâché. Au bout du second semestre, tout est bien passé. J'ai repris confiance en moi parce que là, j'étais sur place, je commençais à m'habituer du système en soi. Mais du coup, s'est passé bien. Je me suis dit: «Si j'étais restée, j'allais quand même valider mon année, toutes mes études, quoi». Mais après, je suis venue en France et là, j'ai refait ma première année parce qu'on m'avait pas accepté à aller en deuxième année directe, vu le système qui se fait entre l'Afrique et la France. Comment tu as fait du coup pour partir du Maroc et venir en France? Est-ce qu'il y avait des démarches spécifiques? Alors quand je suis arrivée au Maroc, vers décembre, je crois, il y avait Campus France et il y a ma famille qui m'appelle, qui me dit, «Au lieu de rester toute seule dans un pays où tu connais personne, tu as que des connaissances amicales, il faut retenter de faire Campus France et quitte ou double, si tu es à Campus France, tu viens. Si tu n'as pas, au moins tu es sûr que tu as tenté» et de là, j'ai parlé de ça à la personne qui était en soi mon mentor, sur place. Elle m'a dit: «Pourquoi pas?» On a fait les démarches, elle me ramenait au rendez-vous pour, Campus France et tout. On a fait toutes les démarches, j'ai été acceptée et c'est là que j'ai commencé à faire les procédures de visa, c'était en septembre et je suis arrivée ici vers le 22 septembre. Et tout ça, tu les as faites durant la première année ou après la première année? Durant les premiers mois que je suis arrivée au Maroc en soi. Donc tu même pas fini en fait ton année au Maroc en vrai? Si, si, j'ai validé mon première année au Maroc, tout s'est bien passé. C'est juste, j'étais en attente, si j'ai des acceptations, j'y vais. Si j'ai pas, je continue. J'étais même inscrite, hein, j'avais commencé, 3 semaines de cours, pour la deuxième année. Et là, tu viens en France pour faire? Vu que j'avais commencé l'économie et gestion, j'ai été acceptée en économie et gestion. Je vais à la fac de Nantes. Mon objectif, c'est de faire l'économie et gestion. À l'époque, j'avais la passion de la comptabilité, vu que c'est ce que j'avais vu en premier. Et pendant un cours, on nous disait il y avait des cours en heures sup pour les personnes qui souhaitent faire mathématiques économiques en second semestre. Et là, je me suis informée, j'ai cherché toutes les informations possibles, je suivais les cours en soi et c'est là où j'ai vu les portes que on nous disait: «Mathéco, ça te ramène à telle branche, telle branche». Je me suis dit: «Ah, je veux retourner à ma passion d'origine qui était les maths». J'ai sauté à l'occasion du coup. À partir du deuxième semestre, je suivais à la fois les cours à la fac d'économie et à la fac de sciences. Donc c'était un double, C'est un double licence. et ça a pas été compliqué, la gestion? Non, parce qu'on avait, par exemple, une journée à la fac d'économie et l'autre journée à la fac de maths. C'est équilibré. Et du coup là, les 2 années, enfin les 2 années, oui, c'est bien ça, c'est 2 années, hein, ou 3 années que tu passes? 3 années. 3 années, et ça se passe, assez bien? En soi, je me suis dit: «Ça s'est bien passé». Bah, la première année, c'était à peu près une sorte de révision en soi de ce que j'avais vu au Maroc. La deuxième année, au début, ça s'est bien passé, je commençais à valider, mais j'ai été bouleversée par la perte d'un proche, ce qui a fait que, j'avais pas lâché, mais le moral n'était pas là malgré les révisions. J'ai validé, mais je suis passée en session. La troisième année, elle était bien passée, elle était toute bien passée. Pourquoi elle est bien passée? En fait, quand je suis arrivée à l'université, j'ai cherché des amis. Je cherchais les groupes d'amis auxquels on pouvait réviser en soi. Du coup, vu que j'étais habituée à ça, on révisait ensemble, on faisait tout ensemble et le fait aussi d'expliquer l'autre m'a permis de plus en plus d'assimiler les lacunes que j'avais ou d'assimiler les choses que je savais pas et c'est de ça que je suis partie jusqu'en
jusqu'au master. Et là, parce qu'on n'a pas encore discuté du fait que c'était ta première fois en France, quand tu es arrivé en France métropolitaine, quand tu es arrivé pour faire tes études après le Maroc. Comment est-ce que s'est passée l'acclimatation et est-ce que tu peux nous dire aussi financièrement, par exemple, même au niveau du logement, est-ce que tu habitais chez de la famille? Financièrement, est-ce que tu as travaillé ou finalement tu as pu réussir à avoir une autre bourse? Et est-ce que tu peux nous expliquer déjà tout ça? Alors moi, j'ai la chance d'avoir une famille aimante qui sont toujours là. Du coup, à mon arrivée, j'avais de la famille qui était tout près de Nantes, mais très loin, à Cholet, et ils ont réussi à avoir un contact d'un de mes tontons que je salue aujourd'hui, qui habite à Nantes, qui a accepté de m'héberger en soi chez lui pendant mes 3 années d'études en soi. J'étais chez lui la semaine d'école et le week-end, je partais chez ma famille. C'était comme ça jusqu'à la fin de la licence. Ça marche. Donc, t'as pas eu besoin de travailler sur ces 3 années-là, en tout cas. Donc je crois non. Ça marche. Donc, merci. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu révisais donc pour ta licence? Euh, Niveau français, on s'en doute que tu avais le niveau parce que tu étais dans une école française. Non, j'étais dans une école, elle est réputée, c'est pas une école française, c'est la première école si je dis ça, les gens vont me c'était l'école la plus réputée de Lille, en fait. On avait les bons résultats dans les examens nationaux. On était les premiers en soi. Du coup, nous, à l'école, c'était soit français, soit rien, quoi. C'est pour cela. Ça marche. Donc, tu étais déjà dans cet environnement-là où tu parles français tout le temps. Donc. Oui. Et du coup, sur tes licences, ça se passe assez bien, comme tu nous as expliqué, sauf pour la deuxième année où il y a eu un événement qui a fait que t'avais pas trop le moral, mais c'est quand même passé. Troisième année, pareil, c'est passé. Là, le master, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu restes au même endroit? Est-ce que tu quittes? C'était Nantes, hein. Est-ce que tu quittes Nantes ou est-ce que tu restes au même endroit et tu continues ton master? Alors pour mon master également, j'étais un petit peu perdue parce que je n'avais pas trop de repères, surtout aux côtés de famille. J'avais pas cette personne qui pourrait m'aiguiller pour me dire va dans tel truc, tel truc. Du coup, j'étais un petit peu comme à l'air libre. Je devais choisir par moi-même ou chercher des informations. Au début, je me suis dit, j'ai une licence Matéco, je peux faire l'actuariat. C'était la formation la plus réputée à la sortie de la licence. Ou faire banque finance. Là, tu as nous expliquer. C'est une, je sais pas, mais c'est en liaison avec la data. Il faut faire une modélisation pour prédire les taux d'intérêt, quelque chose comme ça. Je ne le présente pas bien, mais c'était dans ce domaine-là. Et du coup, j'avais aussi, je voulais travailler dans la banque finance et tout. Et je fais les inscriptions. Sauf que j'ai fait l'erreur de ne pas m'inscrire en économétrie en Nantes. J'ai envoyé l'inscription en banque finance, partout. Du coup, là, nous sommes au mois de mars. J'ai envoyé mes candidatures au mois de juin. J'ai que des refus, que des refus. Là, je me suis dit, soit je me suis mal orientée, et là, c'est fini. Là, il n'y a plus de master ouvert. J'étais un petit peu paniquée, tétanisée, et heureusement, une des secrétaires de l'université d'Angers, en soi, parce que j'avais inscrit en banque finance Angers, j'avais fait un recours. Ils m'ont pris, j'ai fait même l'entretien pour le master et ils m'ont dit, t'as pas de compétences pour la finance, mais par contre, tu as une compétence pour l'économétrie. Si tu veux, on présente ton dossier au responsable de master. C'est là que j'ai fait le master en ingénierie d'évaluation des données. En septembre, j'étais dans le doute parce que j'avais pas du tout commencé les cours. Et c'est à partir du 7 septembre qu'on me dit, oui, le responsable de master de Matéco t'a accepté et tu peux venir commencer. Mais en soi, bah, j'étais un petit peu perdue, quoi, c'est ça. Et sur ces 2 années de master-là, ça s'est assez bien passé ou pareil, t'as ressenti, enfin même pas pareil parce que licence, toi, t'as pas ressenti forcément de grosses difficultés, mais sur ces 2 années de master-là, est-ce que t'as ressenti une quelconque difficulté? Est-ce que
Ça s'est assez, peut-être bien goupillé? Tu avais pas fait de finance, mais tu avais en économétrie, mais est-ce que tu as dû rattraper, par exemple, des matières ou autres? Au niveau du master 1, ma seule difficulté, c'est que ici, je devais faire beaucoup de dossiers. Et moi, sortant d'une licence mathématiques économiques, on n'avait même pas de dossier, on n'avait même pas de rédaction, c'était que des formules et c'est tout. Du coup, le fait de me retrouver à faire, d'ailleurs, mon premier dossier, je l'avais loupé. J'avais les résultats, mais il faut les analyser. J'avais pas cette compétence-là. Au début, c'était comme ça, mais après, quand les étudiants, surtout un ancien étudiant, m'a expliqué comment faire, comment se passer, à partir de là, tout est bien passé. Là, tout se passe bien, tu as ton master, tu es diplômée. Où est-ce que tu vas travailler? Et est-ce que tu vas travailler déjà tout de suite? En quelle année déjà tu es diplômée? Je suis en master 2, j'obtiens un stage à Paris chez Flying Whales et je fais mon stage, jusqu'en novembre. Je finis mon stage, je suis diplômée et je reçois mon diplôme en mars. Mais entre novembre et mars, je me suis pas laissée aller. J'enchaîne les candidatures, j'enchaîne les entretiens. J'étais, en soi, en même temps stressée parce que j'envoyais des candidatures, parfois j'avais pas de réponse ou j'avais que des refus et je me posais trop de questions. Mais c'était en fin mars 2023 que j'avais vu la fiche de poste du poste que j'ai actuellement sur APEC parce que j'étais presque dans tous les sites de l'emploi. J'ai tout, j'ai tout checké, tous les sites de l'emploi. J'ai candidaté et je me suis dit: «Pourquoi pas?» et après, le directeur m'a envoyé un mail pour un entretien et c'est là, je sais pas, je me suis réveillée le matin, j'ai fait je connaissais pas la deal en soi au début. J'ai fait des recherches et je me suis dit: «C'est aujourd'hui ou jamais» et après, c'est à partir de là qu'il m'a acceptée. Mais du coup, je pense qu'on peut revenir un peu, sur la partie recherche de stage. On n'a pas Je t'ai pas posé la question pour savoir, en fait, à quel moment tu as fait tous tes stages. Du coup, en licence et en master, tu as fait essentiellement que des stages, tu pas fait d'alternance? En licence, j'avais pas de stage. En master 1, j'ai fait un stage. C'était un stage, en évaluation de la ville intelligente à Angers. Je travaillais avec Angers-Loire Métropole. Ici, on nous a demandé de faire une évaluation sur les politiques publiques qu'ils voulaient mettre, une ville intelligente. Donc avec, les personnes qu'on était là, des stagiaires qu'on était là parce qu'ils ont pris spécialement on était 7 étudiants qu'on a fait ce stage-là. Du coup, on a fait des études de benchmarking, des études d'enquête et des études d'analyse de données, en soi durant 4 mois et en master 2, j'ai trouvé mon stage chez Flying Whales après 10 ans, après 6 mois de recherche quand même, hein, parce que j'ai commencé à chercher mon stage depuis décembre 2022. Je l'ai obtenu en juin, quoi. C'était trop compliqué de trouver le stage. C'est pareil, j'ai pas de mentor. Heureusement qu'il y avait la fac qui mettait en place des ateliers pour refaire son CV, pour préparer son entretien et tout. J'obtiens mon stage à Flying West qui était analyser des données médicales. En fait, ils ont un projet de créer un dirigeable. Je sais pas si tu connais. Non. C'est une sorte d'avion en soi, c'est comme un avion, mais c'est un dirigeable qui va porter des charges lourdes. Ça, c'est leur projet phare, mais parmi leurs projets, c'est de créer un hôpital mobile. Dans ce dirigeable-là, cet hôpital doit aller d'un ville à un autre pour secourir, et tout. Du coup, mon rôle ici était de faire une analyse en soi sur les différents pays d'Afrique qui déjà ont des recensements des pathologies et après de savoir comment s'ils sont traités ou pas, les difficultés qu'ils ressentent et après analyser ça et leur donner, de dire quel pays serait plus propice, à être sensibilisé par le projet ou pas. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous parler, par exemple, des différentes difficultés que tu as pu ressentir durant ta recherche de stage et alternance? Par exemple, j'ai reçu
Ingrid et Valérie au tout début de le premier épisode de ce podcast, où elle parlait du coup aussi de racisme, de discrimination lors des recherches et autres. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu des difficultés que tu as ressenties, ou à part le fait que c'était long, il n'y avait pas d'autres difficultés? En soi, en fait, pendant mes recherches de stage, moi, j'avais que des refus, genre: On nous n'avons pas retenu ta candidature, il y avait autre meilleur que toi». Moi, ma frustration, c'était de savoir qu'est-ce qui me manquait pour que vous me preniez. C'est ça, en fait, je me posais des questions tout le temps: «Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous me dites que mon CV va bien, vous me dites que l'entretien s'est bien passé, mais en soi, qu'est-ce qui bloque?» C'est ça aussi que parfois je me dis: «Est-ce que parfois les recruteurs, ils peuvent» une fois que tu as reçu le ou la candidat, en entretien, normalement, tu devrais lui faire un petit compte rendu: «Oui, tu as pas correspondu parce qu'il te manque ça». Mais le fait de dire: «J'ai recruté une autre que toi», en fait, c'était plus ça les réponses, c'était pas d'autre chose. Donc, je savais pas exactement qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce que ça ne va pas, je j'avais pas ça. C'est juste, c'était trop lent. Et du coup, là, c'est bon pour toute cette recherche de stage, c'est bon pour le master. Tu diplômé, tu vas à la DIL. Comment se passe cette première année à la DIL? Au début, j'appréhendais, bah, c'est ce que j'avais dit à mon directeur, du coup, au bout des 3 mois d'essai, j'appréhendais parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas, que je découvrais. Mais au fil du temps, j'apprécie. En soi, si je pourrais résumer, c'est une des mes meilleures expériences comme ça en soi, parce que je me découvre et du coup, je fais beaucoup de choses que je faisais pas avant. Et une des choses que j'ai vu que notre directeur a de la bienveillance, c'est que, avant-hier, c'est il y a 2 semaines, on avait une matinale, une première pour moi de présenter des trucs devant le public et il n'a pas été frustré, au contraire. Je vais juste te préciser, tu as été diplômé en 2023. Donc oui, tu as été diplômé en 2020. Oui, j'ai reçu mon diplôme en mars 2023 et j'ai commencé à travailler le 17 avril 2023. Du coup, j'ai commencé à travailler. Au début, j'étais spécifiquement dans les données. D'ailleurs, une de mes premières tâches, c'était de créer un atlas. J'ai traité toutes les données, créer un atlas cartographique pour interactif que je viens à peine de finir parce que ça prend du temps. Et durant cette année aussi, j'ai fait beaucoup de formations. En fait, notre directeur, il essaie plus de te mettre dans le bain, plus de formations pour que tu découvres le métier, en fait. C'est ça que j'aime bien. Dès que je suis rentrée, que des formations, que des formations et là, petit à petit, ça va bien. Est-ce que durant cette année-là, ça s'est super bien passé du coup avec tes collègues, l'intégration s'est super bien passée, et c'est là où tu es actuellement en plus? On est une petite équipe, du coup, on s'entend bien. Il y a une bonne ambiance, chez nous, donc tout se passe à merveille en soi. Il y a une bonne cohésion d'équipe. Est-ce que tu as ressenti à un moment, tu as ressenti genre en mode, en te disant, «Je suis à un endroit, mais peut-être qu'il me manque des compétences pour vraiment, tu vois, répondre aux attentes de tout le monde». Est-ce qu'à un moment donné, tu l'as ressenti? Je pense que c'est un sentiment qui se crée automatiquement parce que tu viens d'être diplômé, tu commences ton premier boulot. Tu ne sais pas de quoi t'attendre en fait. On te demande quelque chose. Tu avais dit dans l'entretien que tu connais, mais on te demande de quelque chose. Du coup, tu es là, tu dis oui. Et après, à l'arrivée à la maison, tu es obligé de faire des petites recherches pour pouvoir vraiment répondre à la réponse qu'on t'a posée. Du coup, au début, c'était comme ça, mais au fur et à mesure que j'ai pris conscience qu'ils sont bienveillants, c'est pas obligé que je réponde directement et tout se passe bien. Donc c'est aussi beaucoup de recherche de ton côté. En fait, quand tu sais pas, tu dis pas directement: «Je sais pas», mais tu essaies quand même d'apporter une réponse et de faire des recherches derrière. Oui. Donc merci beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose, par exemple, à rajouter sur cette partie-là de diplômé, ou peut-être quelque chose qu'on a oublié de discuter avant qu'on passe à la fin de, cette interview? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? C'est juste, il faut il faut persévérer, hein, parce que c'est quand même un long chemin quand même, 5 ans d'études, c'est long, mais comment dire? Plus, tu persévères, plus le chemin plus la route devient plus courte, en fait. C'est ça que je me suis dit. Bah, du coup, bah, ça m'amène, une question.
tu es étudiante comorienne, t'as la nationalité, enfin t'es comorienne, du coup t'as pas la nationalité française. De ce côté-là, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que je sais que ça engendre beaucoup de stress chez certains étudiants, surtout des fois, ben quand tu finis les études, t'as pas trouvé un boulot, t'as un temps pour trouver un boulot avant que ben tes papiers par exemple expirent ou autre. Est-ce que toi t'as été dans toute cette démarche-là ou au contraire, depuis le départ, en fait, tu as eu quelques facilités sur la partie administrative et t'as pas forcément eu à t'en soucier. Alors sur le parti administratif, déjà quand tu es étudiant, pour ne pas avoir de problème dans la partie administrative, je pense qu'il faut valider ton année. Il faut avoir des bonnes notes parce que je pense, c'est ce que je me suis dit au retour là actuellement, parce qu'à chaque fois que je faisais mon dépôt de titre de séjour, que je présentais toutes mes bulletins scolaires, j'ai jamais eu de difficulté. Ils me le délivraient. Et après les études, une fois que j'ai fini mon stage, j'avais demandé l'APS. C'est l'autorisation de titre de séjour qu'on donne aux étudiants afin de chercher l'emploi. En soi, normalement, c'est valable 1 an. Et quand tu as ça, normalement, tu ne baisses pas les bras. Tu persévères, tu essaies de faire de tout ton possible pour avoir justement le travail, le boulot que tu souhaites. Moi, mon objectif, j'ai demandé mon APS en février. Du coup, j'avais pour objectif de ne pas finir l'année sans avoir de boulot. C'est pour ça que j'ai persévéré. Je me suis dit, je ne peux pas me permettre à rester parce que je pouvais rester à la maison, j'ai fini mes études, je fais rien du tout. Mais moi, je me suis dit, je peux pas rester comme ça, sans entrée d'argent, sans entrée de revenus, être toujours dépendante, parce que c'est pas bien la dépendance en soi. Je me suis donné un objectif que je peux pas finir l'année sans avoir un boulot. Du coup, c'est pour ça que j'ai persévéré. J'ai tout fait, hein. Vu que j'étais sur Paris, chaque fois qu'il y avait des forums d'orientation, j'allais. À chaque fois qu'il y avait des salons de travail, j'allais. Je me suis dit, peut-être je trouverai mon bonheur dans un de ces forums-là. Du coup, je laissais pas les occasions passer, en fait. Concernant, par exemple, le fait de rester en France ou de partir, parce que toi, tu es venu faire tes études en France, est-ce que tu aurais eu, par exemple, tu aurais pu avoir l'opportunité, après tes études, d'aller travailler ailleurs, par exemple à l'étranger, je dis n'importe quoi, hein, peut-être au Canada ou autre, ou même un retour aux Comores, mais est-ce qu'un retour aux Comores est faisable et entendable, pardon? Un retour à commence, c'est faisable, mais en soi, à chaque fois que je faisais des recherches, je voyais pas vraiment mon domaine, exactement au pays. Soit c'était une niche, soit je me disais: «J'aurais pas, je trouverai pas ce que je veux là-bas». Au niveau de l'étranger, franchement, j'avais pensé, mais j'ai la barrière de la langue. Du coup, je me suis dit: «Si j'aurais la possibilité, mais j'accentue mes formations en anglais» parce que Oui, mais madame, tu es dans le domaine informatique, tu dois apprendre l'anglais. En soi, l'anglais, je comprends, hein, mais c'est juste, j'ai personne avec qui parler. Du coup, ça me fait que j'ai une faiblesse dans le parler, mais je comprends, j'écris. Mais je sais pas si là où tu habites actuellement, c'est le cas, mais je sais que sur Paris, on m'avait parlé de la possibilité d'aller assister à des cours durant l'été et début septembre, des cours de soir où tu vas assister à des cours d'anglais. Donc je sais pas si là où tu habites, c'est aussi ils le font aussi dans les universités ou pas, mais Je sais qu'en Inde, c'était possible, parce que je voyais des cours d'anglais le soir, et il y avait des personnes externes, des personnes qui travaillaient. Mais ici, j'ai pas fait tellement de recherches sur ça. Ça fait 1 an que je suis ici, mais je connais pas vraiment ce qui se passe ici. donc, merci pour toutes ces questions. Donc, je pense qu'on peut passer, à part si tu veux rajouter autre chose, on peut passer aux dernières questions. Est-ce que tu as un ou deux conseils à donner aux futurs étudiants qui voudraient, par exemple, suivre ton parcours ou faire le métier que tu veux? Est-ce que tu as 2, 3 conseils à leur donner? Déjà,
c'est de s'informer, de s'informer sur réellement ce que tu souhaites. 2, c'est d'avoir, quelqu'un ou même s'il fait pas ton le domaine que tu souhaites, mais d'avoir quelqu'un qui pourra penser comme toi, qui pourra t'orienter, pouvoir t'orienter. Certes, j'avais ce, comment dire? J'avais ce soutien familial pour me soutenir, pour que j'avance, pour que je me surpasse, mais j'avais pas ce soutien d'une personne qui peut me dire: «Si tu fais ça, tu peux atterrir dans ça», d'une personne qui pourrait me donner les réalités de l'université, par exemple, d'une personne qui pourrait me donner les réalités du monde, maintenant, qu'est-ce que de quelqu'un, par exemple, qui travaillait en tant que, chargé d'études habitat, j'avais pas ça. J'avais ce soutien, j'avais un autre côté de soutien, mais j'aurais aussi voulu avoir le soutien d'une personne qui connaît, entre parenthèses, «le monde» auquel tu souhaites y aller. La troisième question, c'est de persévérer. C'est de persévérer. Il y a pas la clé de la réussite, c'est la persévérance. Ça marche. Peut-être que ça va faire un peu répétition avec l'autre question, mais l'autre question, c'était est-ce que tu avais une grande leçon que tu as apprise tout au long de ton parcours et que bah, tu aimerais partager aujourd'hui? Une grande leçon que j'ai apprise tout au long du parcours, c'est la question d'équipe. Parce que durant toutes mes années universitaires, je formais des groupes d'études, même, on révisait même sur Teams, hein. Ce groupe-là m'a permis, genre, on se disait plutôt: «On réussit ensemble ou on échoue ensemble», tu vois? Ne pas s'isoler. Si tu t'isoles, tu auras pas les informations que les autres ils ont. Plus tu travailles en groupe, plus tu réussis mieux. C'était ça. D'ailleurs, par rapport à cette question-là, est-ce que toi, tu as été beaucoup en communauté? Est-ce que tu as été beaucoup entouré d'une communauté comorienne ou au contraire, pas du tout? Parce qu'il me semble qu'on en avait parlé, on avait fait une réunion juste entre nous deux et on avait parlé de cette partie-là. Est-ce que toi, du coup, tu as été entouré d'une communauté comorienne ou Bon, communauté comme moyen, je dirais que ma famille, mes personnes proches. Moi, au niveau de la fac, j'étais restée ouvert à tout. En licence, j'ai rencontré des Mauritaniennes, un Congolais et tout, et on avait formé un groupe de travail. Bah, après, le groupe, il s'est réparpillé, l'autre est parti le allemand, l'autre est parti. Du coup, arrivé à Angers, j'ai reformé un autre groupe, mais cette fois-ci aussi avec des étrangers, avec des Haïtiens, des Guinéens et une Congolaise que je suis restée bien amie avec elle parce que c'est avec elle que j'ai fait tous mes projets de master. J'étais plutôt avec les étrangers qu'avec la communauté comorienne. donc tu dirais aux gens aussi de s'ouvrir à d'autres communautés? Bah, s'ouvrir, ne pas rester que entre Comoriens, ça, parce que plus tu t'ouvres, plus tu découvres d'autres choses, plus tu apprends. Tu apprends des autres cultures, tu apprends de la manière dont d'autres vivent, tu apprends beaucoup des autres. Ne pas se fermer que entre Comoriens ou bien ne pas se fermer que entre musulmans, ça c'est pas bien. D'ailleurs, ma meilleure pote de master, c'est une chrétienne et pourtant tout allait bien entre nous. Mais ça, c'est une grande question, en fait, que j'aimerais un jour discuter avec un de mes invités. C'est que chez nous, on a beaucoup tendance. Après, c'est, enfin, vraiment, je mets des guillemets, hein, parce que c'est vraiment plus les personnes ben, qui vont venir des îles. On est un peu fermé dans ce truc-là où on va chercher des musulmans. Mais en fait, il y a aussi comment dire, la communauté chrétienne, elle est hyper bienveillante, en fait. Parce que moi, là, j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont chrétiens et on s'entend super bien. Et il n'y a pas ce truc-là de oui, elle est chrétienne, moi je suis musulmane, on n'a pas la même religion, on peut pas s'entendre. Non, au contraire, alors que les deux religions, des fois, se rejoignent et des fois, on peut même avoir des discussions religieuses hyper intéressantes. Moi, ce que je te dis, ma meilleure pote, du coup, est Forlì. On dormait parfois, genre, on dormait soit chez l'un, soit chez l'autre, mais elle avait pas de souci si je mettais mon tapis de prière pour prier chez elle, hein, c'est pas son souci, hein. Chacun sa religion. J'avais pas de souci quand elle disait: «Ah, je pars, à l'église le week-end», tout se passait à merveille. On dirait même pas qu'on avait des religions séparées, hein. Tout était bien. Du coup, il faut s'ouvrir au monde parce que si tu t'enfermes, tu n'évolues pas. Clairement. Franchement,
C'est une belle conclusion sur les grandes leçons à donner à nos étudiants. Du coup, est-ce que, par exemple, un jeune qui est intéressé par ton parcours et qui aimerait peut-être en connaître un peu plus que ce qu'on a dit dans cet épisode, ou qui s'interroge sur le métier que tu fais, est-ce que ce jeune-là peut te contacter? Et si oui, où? Bon, je suis ouverte, hein, moi aussi, j'aime bien aider les gens. Je suis témoin. Si quelqu'un voudrait mon retour d'expérience ou même voudrait que je sois son mentor en soi, je reste ouvert. Bon, je suis disponible sur LinkedIn au nom de Ahmada Salmata ou voire même mon mail qui est laylasalmata@gmail.com. Ça marche. Donc, merci beaucoup. Et dernière question que j'aime bien poser à tous les invités. Je vais te donner le contexte. Donc, j'écoute un podcast kényan. Ce podcast kényan-là, l'hôte avait reçu un jour une invitée qui s'appelle Rina X, qui est kenyane aussi, une grande femme d'affaires, et il lui avait posé la question, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire? Elle a répondu, j'ai lu dans un livre qu'il ne fallait jamais poser la question à un enfant, il fallait jamais lui poser cette question-là en lui demandant qu'est-ce que tu veux faire, mais plus lui demander est-ce que tu as détecté un problème, tu as repéré un problème que tu aimerais résoudre. Est-ce que toi, du coup, durant ton enfance, tu avais un problème en tête qui a amené le métier que tu fais actuellement, ou pas du tout? Parce que je sais que tu nous as parlé aussi de médecine, donc est-ce que tu peux nous dire un peu, petite, ce que tu avais en tête? Est-ce que tu avais déjà un métier spécifique en tête, ou est-ce que tu avais un problème et tu disais, bon, moi j'ai ce problème-là, je vais le résoudre, et ça va amener mon métier. Petite, quand j'étais jeune, je je rêvais de faire la médecine et je rêvais de me spécialiser en pédiatrie. Pourquoi? En fait, j'avais entendu une histoire qu'il y avait une petite fille qui était décédée suite à un manque de médecins. Du coup, je me suis dit: «Si demain je suis pédiatre, peut-être ça pourrait résoudre le manque de médecins spécialisés pédiatres dans le pays, quoi». En vrai, c'était ça ce qui me poussait à vouloir faire médecine. Mais là, je suis plus dans le domaine. Ou je sais pas, hein, peut-être je pourrais me reconvertir après, je sais pas. Mais en soi, c'était ça. C'est le problème de manque de médecins au pays que je voulais résoudre si je pouvais le résoudre. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup Salmata d'être venue sur Insulaire Podcast, et j'ai vraiment été ravie de t'inviter et d'écouter aussi ton histoire. On a parlé 2 fois ensemble, mais c'est vraiment super cool d'avoir vraiment un retour encore, et des détails sur ton parcours scolaire et professionnel. Ah ben, merci à toi. C'était un plaisir d'avoir assisté à ce podcast. J'espère que ça va être bénéfique aux auditeurs. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci encore de nous avoir écoutés. J'espère que tu as pris autant plaisir que nous lors de l'enregistrement à écouter cet épisode. N'hésite surtout pas à nous laisser 5 étoiles si l'épisode t'a plu, nous laisser un petit commentaire pour nous faire part de tes retours. Quant à moi, je te dis à très vite avec un nouvel invité dans Insulaire Podcast.